Bienvenue à tous. L'invité de ce numéro, c'est Eric Chiswaka, communicateur de la FDCA. Eric Chiswaka, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Fabien. Bonjour. Bonjour. Alors, que se passe-t-il exactement entre le leader de la FDCA et son collègue qui est aujourd'hui président du bureau provisoire, le bureau d'âge à l'Assemblée nationale? Peut-on parler d'une guerre âpre qui ne dit pas son nom? Alors que lorsqu'on parle de pop politique, c'est le leader de la FDCA aujourd'hui qui trône après l'UDPS de Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi reste le président de la République. Alors, quel est le vrai problème? On sent que ça bouge beaucoup. Eric va nous éclairer. Une fois de plus, bienvenue. Eric Chiswaka. Qu'est-ce qu'il y a comme problème entre Modeste Batilukebo et Christophe Mbosso, alors qu'ils sont tous membres du présidium de l'Union sacrée? Merci, Monsieur Fabien, de m'avoir reçu pour que nous échangeons et expliquer réellement ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, nous sommes basés sur des principes que tous devrions respecter, des principes au niveau de la Constitution, mais également aussi de lois qui régissent l'Assemblée nationale, etc. Vous savez, nous avons tous assisté à ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale après la plénière où on a identifié les élus du peuple conformément à ce qui est prescrit par la loi. Après cette identification, on a mis en place des bureaux provisoires pour faire en sorte que les députés commencent à travailler avant les bureaux définitifs. Mais nous avons été surpris au niveau de l'Assemblée nationale que M. Mbosso Kodia, qui est actuellement député et président de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge, qui a invité les députés nationaux, le moins âgés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas atteint 50 ans, ceux qui n'ont pas plus de 50 ans. Et d'ailleurs, parmi ceux qui n'ont pas plus de 50 ans, ce sont de nouveaux élus. Donc, à plus de 60%, ce sont de nouveaux élus. Et dans un cadre informel. 50 jeunes élus. Plus de 50 jeunes. De moins de 50 ans. De moins de 50 ans. Alors, qu'est-ce qui vous surprend alors qu'il réunit ses collègues de moins de 50 ans? D'abord, c'était dans un cadre informel et aussi, il faudrait dire qu'il n'a pas respecté les principes qui sont établis, la véracité de certains principes. Lorsque vous invitez les élus du peuple dans un cadre informel qui n'est pas celui de l'Assemblée nationale, la première des choses, ces élus viennent de partis politiques et des regroupements politiques. Ils ont l'air leaders politiques. Et là, il les a réunis en tant que président du bureau d'âge ou en tant que collègue député qui réunit ses... En tant que député qui réunit ses collègues. C'est pas tant que président du bureau d'âge. D'abord, c'est une discrimination. Pourquoi? Parce que vous spécifiez les élus. Vous dites que le moins âgeux, ceux qui n'ont pas atteint 50 ans. C'est d'abord un problème. Et aussi, plus de 60% de ces élus-là sont de nouveaux élus, à majorité. Voyez-vous? Sans couleur politique, sans appartenance politique ou regroupement politique, il a invité ceux de moins de 50 ans, même ceux de FDCA. Même ceux de l'AFDCA. Ils sont allés répondre à son invitation. Évidemment. Et d'abord, j'ai dit c'était un cadre informel, sans, n'est-ce pas, sans l'autorisation, allais-je dire, des autorités de ces regroupements, notamment celui de l'AFDC. Il leur a dit quoi? Eh bien, ils se sont réunis. Pour lui, c'était essayer de mettre ces élus-là dans un bain de confort, c'est-à-dire les apprendre certaines choses, comment les choses s'organisent. Bain de confort? Oui. En dehors du palais. Évidemment, c'est un cadre informel. Du palais du peuple. Tout à fait. Les mettre dans un bain de confort, c'est-à-dire où est-ce qu'il tire, lui, les ressources pour mettre les jeunes élus nouvellement venus à l'Assemblée nationale
d'où tire-t-il les ressources pour les mettre dans un bain de confort alors que les frais d'installation ne sont pas encore donnés? Voilà pourquoi nous avons dit que c'était une corruption morale, avant la corruption financière, etc., tout ce que vous pouvez dire. Selon les informations de notre possession, M. Mbosso Kodia voudrait à tout prix être, une fois de plus, réélu comme président définitif du bureau de l'Assemblée nationale. Que racontez-vous là? Nous sommes en politique. Et c'est ça la stratégie. Quelle politique congolaise? Évidemment, nous sommes dans la politique et actuellement, c'est un rapport de force qui est en train d'être démontré ici. Et la stratégie d'Mbosso, c'est qu'il veut à tout prix que ces élus-là, ces jeunes qui ont dépensé peut-être les moyens pour la campagne électorale, etc., qui aujourd'hui sont des députés nationaux. Et donc, pour leur première législative, il faut dire ainsi, il faut essayer de corrompre ces députés-là moralement. Mais il va et les se corrompre faire élire. avec quels moyens? On sait qu'il est président sortant de l'Assemblée nationale, la défunte Assemblée nationale. Alors, il va les corrompre avec quels moyens? Parce que lui-même a mouillé le maillot, il vient justement de la campagne. D'où va-t-il tirer les moyens pour mettre les nouveaux élus dans un bain de confort, selon votre expression? Finalement, moi, je ne comprends pas. Peut-être que les téléspectateurs le comprennent mieux. Nous savons d'abord ce que nous attendons par la corruption morale. Étant que président du bureau d'âge, il va corrompre moralement ces élus-là. Démontrer à suffisance que c'est un père responsable qui sait gérer l'Assemblée nationale, etc. Et que ses collègues députés, jeunes députés, peuvent avoir confiance en lui, peuvent renouveler le mandat de M. Mbosso Kodia. Puisque si M. Mbosso était sage, je le dis ici, si au conditionnel, je crois qu'il ne devrait pas avoir une discrimination en disant que je vais réunir les députés moins âgés, n'est-ce pas? Il devrait, ces cadres d'échange, ça devrait se passer au niveau de l'Assemblée nationale, où il y avait tous ces élus-là. Et il n'y avait rien à cacher là-dedans. Mais lorsqu'il invite ces députés dans un cadre informel, et il spécifie en disant ceux qui ont moins de 50 ans. Et je l'ai dit ici, ceux qui ont moins de 50 ans, la majorité sont de nouveaux députés qui ont été élus par la population. Il y a à boire et à manger. Il ne suffit pas d'avoir un doctorat en sciences politiques pour comprendre ce qui s'y passe. Exactement, la logique même de M. Mbosso Kodia. Éric Tshisoaka, en quoi cela, ou le geste de Mbosso, son hospitalité aux jeunes élus de moins de 50 ans, en quoi ce geste doit gêner le camp Bahati Lukwebo, surtout l'AFDCA, et l'autre regroupement, c'est AIDC. AIDC. Lorsque on sait que il n'y a pas encore, en principe, une dizaine de millions de dollars ou 7 millions affectés ou alloués au bureau d'âge, au bureau provisoire, pour pouvoir travailler pendant les 2 mois jusqu'à l'élection du bureau définitif. En quoi cela vous gêne-t-il alors qu'il n'y a pas encore de sous à la question pour cela? La question fondamentale que nous nous sommes posée, pourquoi M. Mbosso n'a-t-il pas informé les leaders de ces regroupements politiques pour dire que c'est dans un cadre informel que je vais démontrer mon hospitalité? Vous dénoncez apparemment un débauchage en train de se mettre en place ou en train d'être cogité. Tout à fait. Nous avons dit que c'est une corruption morale. Et je l'ai répété ici, il ne suffit pas d'avoir un doctorat en sciences politiques pour comprendre l'acte posé. Qui risque de déboucher sur un débauchage. Évidemment. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que ça ne peut pas se passer de cette manière. Si Mbosso était sage, il aurait dû informer, je l'ai dit ici, les leaders des partis politiques pour dire voilà ce que j'ai organisé. Ça n'a rien à voir de tout ce que certains peuvent préméditer ou dire. Mais cela n'a pas été le cas. Il a invité pour essayer, tenter de débaucher, puisqu'il le sait carrément qu'il n'a pas un poids politique actuellement.
Il a combien de députés Il n'a que si vous minimisez son non, poids politique? il n'a que 3 députés, Mbosso Nkodia. Est-ce qu'il n'en a pas 9? Non, lui-même est élu plus 2. Et peut-être que s'il faut ajouter avec leur regroupement, etc., avec les autres, peut-être alliés, Mais il peut arriver peut-être à 8 ou 9. On parle de... Vous dites 3 députés, donc c'est que les 6 autres viendraient du parti des Kaboundes qui s'était venu s'est greffé. Et tout à fait. Parce qu'il était en très bon terme avec, le prisonnier Kabound, Jean-Marc, actuellement à Makala. Oui. À Selembao, on dit Makala. Makala est très loin de Selembao, peut-être une erreur. Mais les 6 autres ont dit qu'ils viendraient du parti des Kabound qui était venu se greffer dans son parti. Alors, 3 députés seulement. À la rigueur, parlons de 9. Comment on peut prétendre diriger une institution, c'est-à-dire diriger une sorte de pôle de pouvoir quand on ne pèse que ou on n'a que le poids des mouches? Vous savez, M. Fabien, M. Mbosso Nkodia pense que la politique est statique, alors que je crois qu'il doit connaître cela, que la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Et le contexte change à tout moment. Il a été élu président de l'Assemblée nationale. Nous connaissons les contextes dans lesquels il avait été choisi. Vous vous rappellerez de l'affaire Mabunda et tout ce qui a fait qu'en sorte, à ces temps-là, qu'il soit choisi comme président de l'Assemblée nationale, alors qu'il n'était que le seul, je crois, député. Ça, c'est le choix évidemment, du président de la République. Du président de la République, tout à fait, suivi par les députés. Tout à fait. Et tout ce qui avait été... le contexte, évidemment. C'était la traversée du fleuve par la nage. Tout à fait. Heureusement, tout à fait. C'est lui, je dis heureusement ou malheureusement, c'est lui qui a fait traverser les autres. Le maître nageur lui-même s'est noyé, alors que ceux qu'il a tenté de sauver ont tous traversé. Alors, vous pesez maintenant combien? Oui, je disais que le contexte-là est tellement différent que Mbosso pense que c'est dans ces mêmes contextes-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il doit apprendre que la politique n'est pas statique et les choses changent. Et aujourd'hui, nous, l'AFDC, nous sommes actuellement la deuxième force politique. Comment ça? Évidemment. La deuxième force politique, c'est pas l'UNC? Non, c'est pas l'UNC. Après l'UDPS? Non, après l'UDPS, c'est l'AFDC. Alors, comment expliquer ça? Parce que l'UDPS a, je crois... Le poids politique, c'est au niveau des sièges à l'Assemblée nationale ou au niveau, ou y compris les sièges à l'Assemblée provinciale? On prend l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire les députés provinciaux et les députés nationaux. Et on fait les calculs, la somme de tous ces députés, et c'est ce qui constitue une force politique. Puisque les députés provinciaux, vous savez, ce sont eux qui vont élire les sénateurs et tout ce que vous savez, les sénateurs qui vont ensuite aussi faire, les députés provinciaux qui vont aussi ensuite élire, je crois, le gouverneur, etc. Donc, c'est qui constitue une force politique. Électorat très dangereux. Un électorat très dangereux. Les députés provinciaux, vous savez comment ils basculent tantôt plutôt. Vous savez comment ils prennent, ils aiment bouffer chez tout le monde. Et là, ça sera un autre sujet à aborder prochainement. Mais lorsque vous faites les calculs, comment vous devenez deuxième après l'UDPS? Donnez-nous les statistiques. Vous avez l'AFDC et l'AEDC, nous avons 36 députés nationaux. Et nous allons vers les députés provinciaux, nous en avons 78. Lorsque nous faisons la somme, vous allez voir ce que ça va donner. L'UNC de Vital Kamerhe a, si je ne me trompe pas, 36 députés nationaux. Il a les députés provinciaux 54. Lorsque vous faites la somme, vous verrez qu'il vient après nous. Alors, ce qui fait tout simplement dire... Vous en avez combien de députés provinciaux? Nous en avions 78. Et d'ailleurs, on attend encore de contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle avec certains de ceux qui sont élus, que nous détenons des PV qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle, des députés provinciaux, etc. Peut-être qu'on aura au-delà de 78 députés. Mais ce qui est présentement, les résultats provisoires donnent à l'AFDC et l'AEDC, 78 députés provinciaux et 36 députés nationaux. Donc, nous sommes actuellement la deuxième force politique après l'UDPS. Vous êtes inquiet, je le pressens,
vous connaissez votre poids politique à l'Assemblée nationale. Vous êtes tous de l'Union sacrée. Oui, AFDC et même le groupement de Christophe Mbosso. Alors, qu'est-ce qui justifie vos inquiétudes apparemment? Bah, écoutez, nous ne sommes pas inquiets, nous avons simplement voulu que le principe soit respecté. On ne peut pas ici prétendre devenir président d'une assemblée nationale sans avoir un poids politique. On ne peut pas prétendre cela. Là, il faut vraiment que nous restions sur base de principes. Et nous savons que Mbosso n'a pas assez de députés nationaux pour prétendre avoir cette ambition d'être président de l'Assemblée nationale. Et donc, aussi l'acte posé par M. Mbosso, et ça démontre suffisance que les principes ne sont pas respectés. Et je l'ai répété ici, faire appel aux députés dans un cadre informel, sans respecter les principes qui sont établis, ça laisse à désirer. Et nous voyons au clair que M. Mbosso voudrait organiser une corruption, il voudrait débaucher certains députés nationaux pour se faire réélus comme président définitif. Comment l'Union sacrée va débaucher ses propres députés à l'interne? Est-ce que ça ne sera pas fragiliser le chef de l'État? Comment 50 députés de moins de 50 ans peuvent ou pourront-ils influencer le vote de Mbosso? Nous ne sommes qu'au niveau du bureau provisoire. Mbosso n'est pas déclaré candidat à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui justifie vos inquiétudes ou votre peur? D'abord, ici, il faut que chacun de nous sache que les députés ne sont pas d'abord les députés de l'Union sacrée. Et puisque lorsqu'ils sont allés aux élections, c'était des députés des regroupements politiques dont la CENI a réceptionné les candidatures, AFDC et tout ça, IDPS, etc. Ce n'est pas les députés de l'Union sacrée. L'Union sacrée, certes, est une vision du chef de l'État qui a voulu rassembler les Congolais, puisqu'il y a certains Congolais qui ne sont pas des partis politiques, mais qui sont de l'Union sacrée. C'est-à-dire la vision prônée par le chef de l'État, il s'est dit, je soutiens la vision, et automatiquement, il a intégré l'Union sacrée dans la vision du chef de l'État. Mais les députés sont les députés de certains partis politiques. Puisque nous, l'AFDC, il faut que nous le disions, l'AFDC a mis des moyens pour la candidature de députés, pour la caution, etc., pour la campagne et tout ce qui est dit. Et nous ne pouvions pas accepter qu'un monsieur, n'est-ce pas, n'ayant pas eu plus de députés et qui cherche à débaucher, à voler des députés de l'AFDC, alors que nous avons travaillé avec beaucoup de sacrifices pour produire ce que nous avons donné aujourd'hui au chef de l'État. Et nous avons accompagné le chef de l'État, puisque le chef de l'État avait besoin d'une majorité. Et nous avons donné au chef de l'État la majorité. Nous avons produit au chef de l'État des députés nationaux et provinciaux. Et ça, le chef de l'État a compris que nous l'avions accompagné. Vous savez, en politique, il n'y a rien pour rien. Est-ce que ce n'est pas, c'est parce que vous avez, en fait, ce qui a été pratiqué contre ou fait contre le FCC, lorsque le maître nageur était au four et au moulin avec les vieux Mbosso et les autres. Est-ce que c'est pas ce qui a été fait contre le FCC aujourd'hui que les tenants de l'Union sacrée sont en train de pratiquer à l'intérieur de l'Union sacrée pour se fragiliser ou bien se tailler une place au soleil? Je crois qu'au sein du FCC, c'était aussi un rapport de force. Le PPRD à l'époque avait des députés, l'AFDC en avait aussi. C'était une guerre, je dirais une guerre politique, un rapport de force. Mais il y a eu débauchage quand même. Évidemment, il y a eu beaucoup de débauchage, etc. Raison pour laquelle je l'ai dit ici, les chefs de l'État a dit ne refaisons plus les erreurs du passé. Et c'est ça aussi les erreurs du passé, dont M. Mbosso veut nous amener dans ces grands débats pour que nous fassions, pour que lui fasse la même chose que le chef de l'État a déploré lors de sa prestation de serment. Et nous ne pouvions pas accepter cela. Étant la deuxième... Est-ce que le chef de l'État avait déploré le débauchage? Lorsqu'il dit il ne faudrait plus refaire les erreurs du passé, c'est aussi les débauchages, c'est aussi l'immoralité, c'est aussi les antivaleurs. Et si nous déplorons les antivaleurs, ce sont des choses qui ont fait que ces pays ne puissent pas avancer. Hier, vous vous rappellerez de cela. Lorsque le parti politique était débauché, les partis politiques étaient dédoublés, tout ce que nous avons refusé, vous vous rappellerez de l'UDPS à un certain moment. Même l'AFDC à un certain moment a été dédoublé. Néné Nkoulou a tenté de créer l'AFDC, de nous ravir l'AFDC, etc. Ce sont les erreurs du passé. Et donc, nous nous sommes dit, si le chef de l'État l'a dit,
Et pourquoi M. Mbos et les autres doivent nous amener dans ces genres de comportements, ces gestes que nous ne pouvions pas accepter. Et nous avons pointé du doigt M. Mbos pour dire ça ne va pas se passer. Et il ne faudrait pas refaire les erreurs du passé. Vous n'avez pas un poids politique actuellement. Sa personne d'abord n'est pas un poids politique. Mbos, nous l'avions connu après ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait connaître, bien qu'aujourd'hui il est parmi les présidents, il faut dire le présidium de l'Union sacrée, c'est simplement une stratégie qui avait été mise en place par le chef de l'État. Il ne pèse pas que Jean-Pierre Bemba Gombo, il ne pèse pas que Vital Kamerhe et aussi, il ne pèse pas que Modeste Bahati, puisque Bahati, à lui, détient 36 députés nationaux, à lui, il détient 78 députés provinciaux. Et Mbos a combien de députés provinciaux? Mbos a combien de députés nationaux? Comment peut-il se prétendre avoir une force politique en République démocratique du Congo? Et le chef de l'État sait que même le quota politique, ici nous parlons de quota politique, c'est un poids. On ne peut pas nous dire les gens parlent de positionnement. Non, c'est ça la politique. En France, nous le voyons. Aux États-Unis, nous le voyons. Il y a de calculs politiques qui se mettent en place. Ce sont des rapports politiques, des rapports de force. Et nous disons que nous sommes la deuxième force politique. Après l'UDPS, c'est l'AFDC de Modeste Bahati. Et même s'il faut faire les partages des quotas politiques, le chef de l'État doit tenir compte de ceux qui l'ont aidé. Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour que je sois élu? Puisque pour que le chef de l'État soit élu, il a fallu qu'il y ait des gens qui travaillent, qui apportent quelque chose. Et c'est ça, c'est un principe. Et si nous parlons en termes de poids politique, l'UDPS prendrait la primature et la FDC, l'Assemblée nationale, l'UNC, peut-être le Sénat, voilà. Et le MLC, qu'est-ce qui lui sera réservé? Bon, tout sera défini, je crois, par le présidium, par le chef de l'État, émanant de poids politique des uns et des autres, voir qu'est-ce que les autres ont pu apporter pour que je sois élu président. Ils ont combien des élus? Quel a été les rapports stratégiques en tout et pour tout? Et c'est émanant de cela. Dire aujourd'hui que l'UDPS peut avoir la primature, nous ne savons pas, d'autant plus que, bon, je ne sais pas si cela pourrait être le cas, mais je crois que... C'est une approche prospective tout à fait. De l'actualité politique au pays et sur tous ces différents enjeux. Ouais. Le président de l'UNC a créé son Wenge au sein de l'Union sacrée. Même si Votarabustin Mbosso a invité une cinquantaine de députés, de jeunes, moins de 50 ans, pour les mettre dans les perspectives ou leur promettre les perspectives d'un confort, comme la plupart viennent de l'arrière-pays. Ils sont à Kinshasa, opération de séduction, vous le jugez. Mais maintenant, là, quel est l'avenir de l'Union sacrée? Vers un requiem, quand on sait que le Wenge de Vital Kamerhe, avec Mboussa, Jean-Lucien et les autres, ce Wenge, avec Paluku également, ce Wenge n'est pas Wenge pondération, c'est pas Wenge Kumbela, mais ça doit être quand même un Wenge qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Bon, écoutez, vous savez, en principe, à ce stade, on ne peut plus parler de l'union sacrée, si nous sommes logiques avec nous-mêmes. Puisque l'union sacrée était née... C'est déjà le requiem. Il faut vraiment le prendre comme ça, puisque l'union sacrée est née après la fin de la coalition FCC-CACH. Le président nomme un informateur, Modeste Bahati, il identifie la majorité, les chefs de l'État a une nouvelle majorité, pouf, l'union sacrée est née, la vision du président de la République. Et comment on appelle la nouvelle majorité? Le Wenge de Kamerhe? Non, il ne faut même pas... Kamerhe, ce qu'il a fait, et les autres, ce sont des chantages. Hein. C'est pratiquement ce que M. Mbosso est en train de faire. Oui, mais alors la majorité actuelle, quel est son nom? Actuellement, la majorité, je ne sais pas s'il faut donner un nom de la majorité. Il faut simplement dire la majorité parlementaire, puisque ça sera défini. C'est pourquoi le chef de l'État est obligé de nommer l'informateur pour identifier la majorité, identifier la majorité parlementaire, afin d'avoir un Premier ministre qui serait le patron du gouvernement, etc. Donc, l'union sacrée, en principe, la logique voudrait, c'est déjà au passé. Ça, il faut que nous le disions en toute véracité. C'était une histoire qui était là pour mettre fin à la coalition FCC-CACH. Donc, vous avez enterré l'union sacrée. Vous vous rappellerez que le chef de l'État, lors de sa prestation de serment, il a fait appel à tout le monde de l'accompagner. Il a même remercié ceux qui ont compété avec lui des candidats présidents. Il les a tendu la main.
Et donc, demain, ne soyez pas étonnés de voir les chefs de l'État avec, lors du gouvernement avec celui qui a compétit avec lui comme candidat président d'être au sein du gouvernement. Et là, vous allez dire que ce monsieur-là a adhéré à l'Union sacrée alors qu'il était candidat, etc. Donc, qui? Matata Pognon? Non, je ne citerai pas Matata Pognon. Ils ont dit que c'était normal, ce sont des bonnes guerres, ils sont libres de faire ce qu'ils peuvent faire, mais ils se sont vus justement pour essayer d'échanger, de discuter, etc. Ils sont restés dans cette logique-là, vous voyez. Donc, et puis il faut dire une chose, Kabouya, il est allié, bon, je ne dirais pas allié, il est de l'IDPS. L'IDPS, c'est le parti présidentiel. Les autres qui sont là, comme Jean-Pierre Bemba, Modeste Bahati et les autres, ne sont pas des alliés de l'IDPS. Non. Ils ne sont pas des alliés du président Tshisekedi. Non. Ils sont des partenaires politiques. Et c'est là qu'il faut essayer d'éclairer l'opinion. Puisque certains penseraient qu'ils sont deux alliés de l'IDPS, puisque les alliés, c'est autre chose. Les alliés, il y a des principes. Alors, si on comprend bien votre discours, il y a là, durant ce second mandat de Félix Tshisekedi, on sent que chacun veut tirer le drap de son côté et faire valoir son poids politique, sa force. Et puis après, vous allez laisser le Congo et son président orphelin. Non, mais je ne pense pas que cela étant vrai. Pour le moment, c'est la politique politicienne. Non, mais comment le chef de l'État va travailler sans partenaire politique? Comment il va travailler? Comment le chef d'État va travailler sans qu'il y ait ceux-là qui doivent l'accompagner? Et donc, je crois que le chef de l'État sait qu'il doit être accompagné de ses partenaires politiques pour que sa vision soit matérialisée. Et qui sont ses partenaires? Ce sont ceux qui ont fait élire le chef de l'État. Il est allé à Bukavu. Le chef de l'État ne parle pas swahili. Il ne maîtrise pas tout ce qui se passe là-bas. Il est informé comme président de la République pour avoir toutes les informations, vous voyez. Mais qui a fait la campagne là-bas, à l'est de la République, et c'était à Kabare, à Indui, à Bukavu, etc. Vous avez vu les résultats qu'on publiait chaque jour. À Bukavu, il a fait plus de 98%, et à Kabare, la même chose, etc. C'est plus que Modeste Bahati, qui avait joué le rôle au niveau de l'est de la République, a fait un travail de titan. Voilà. Bembana a fait aussi autant de l'autre côté, les autres. Donc, c'est ce qui a fait que le chef d'État ait aujourd'hui un poids politique. Puisque hier, Tshisekedi n'avait pas un poids politique avec l'FCC et Cash. Vous vous rappellerez de ça. Raison pour laquelle il avait, n'est-ce pas, mis de côté cette coalition-là pour faire naître une autre coalition, afin de lui donner la majorité dont Modeste Bahati fait partie de la colonne vertébrale du président de la République. J'ai toujours dit c'est la colonne vertébrale. Quand il a été nommé informateur, il a identifié la majorité, il a poussé les chefs de l'État à réussir. Le premier mandat à la réussite du président, vous nous ramenez c'est Modeste Bahati. Dans l'Union sacrée, apparemment que vous êtes en train de faire disparaître des forces à travers un chantage, à travers justement des combats, des luttes internes. Peut-on parler de combats de palais? Je n'ose pas. Alors, pour terminer, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que il y a déjà des contacts entre le sommet de la FDCA et le bureau provisoire de l'Assemblée nationale pour faire voir que la démarche amorcée par le président du bureau d'âge est une démarche suicidaire, contre-productive et dangereuse pour les partenaires qui sont autour du chef de l'État? Nous avions dénoncé et nous continuons d'abord à dénoncer. Et nous avons aussi été informés, puisque les élus là, Kembo avait reçu, nous avons eu à échanger avec certains élus, que ce soit les élus de notre regroupement politique AFDC-AEDC et des autres partis politiques. Nous connaissons ce qui se passe. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre seulement qu'ils reçoivent peut-être les promesses de ce confort afin de pouvoir faire bien la dénonciation? Nous n'avons pas voulu que le monsieur en question puisse aller avec sa démarche jusqu'à la fin. Et lorsque le feu est allumé, au début, il faut chercher à l'éteindre. Il ne faudrait pas attendre que la maison soit brûlée pour éteindre les feux et perdre tout ce que vous avez dans la maison. C'est ça notre logique. Nous nous sommes dit, et voilà le feu, il faut l'éteindre. Et raison pour laquelle nous avons commencé d'abord à dénoncer cet acte-là de l'immoralité, de l'irresponsabilité, cet acte qui ne corrobore pas avec la vision du chef de l'État, et nous disons que ça ne peut pas passer. Et cette fois-ci, M. Mouss n'a aucun poids politique,
Et donc, il ne mérite même pas être président de l'Assemblée nationale. Des bonnes guerres. Merci Éric Tshisekedi d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à la préoccupation dans cet échange. Merci beaucoup. À bâton rompu, à très bientôt pour un autre numéro avec notre invité. Portez-vous très bien. Au revoir.